Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Genre, politique sociale et citoyenneté, enjeux et recomposition, introduction. Ce numéro des Cahiers du genre rassemble les principales contributions présentées en septembre 2009 à Paris lors de la Journée d'études internationales. Genre, politique sociale, citoyenneté. Cette journée avait pour ambition d'apporter un éclairage nouveau sur les politiques sociales mises en œuvre dans divers pays européens à l'aube du XXIe siècle, et de réinterroger, à la lumière des changements intervenus, la notion de citoyenneté sociale et politique des femmes. Elle a été organisée en hommage à Jacqueline Heinen, professeure émérite de sociologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste des politiques sociales et familiales en Europe et des questions liées au genre et à la citoyenneté, et qui a assuré la direction des Cahiers du genre depuis sa publication par l'Harmattan en 1997 jusqu'en 2008. La question du sexe des politiques sociales a été examinée dès le début des années 1990, dans le cadre du réseau international États et rapports sociaux de sexe. Des chercheuses appartenant à plusieurs disciplines ont interrogé les conceptualisations gender-blinded de spécialistes reconnus travaillant sur la citoyenneté comme Thomas Humphrey Marshall, 1950, ou sur l'État-providence comme Gösta Esping Andersen, 1990. Elles ont montré le caractère heuristique d'une analyse genrée de l'État et de ses politiques. L'impact de ces dernières sur les rapports sociaux de sexe et sur le rapport privé-public a été analysé en s'appuyant sur des enquêtes menées dans des pays très contrastés du point de vue de l'élaboration et de l'application tant des politiques sociales que familiales. Des approches théoriques différentes et souvent contradictoires ont tenté de saisir et d'analyser des orientations étatiques divergentes. Par exemple, les politiques publiques de type universaliste et égalitaire qui caractérisent les pays nordiques, ou à l'opposé, les politiques fondées sur l'assistance comme celles prévalant au Royaume-Uni, Heinen 2000, pages 147 à 148, ou les remises en cause de l'État-providence et L'. L'essor du travail du care et des services à la personne à l'Ouest, la mise à mal des politiques sociales à l'Est, avec la diminution du montant des allocations, la réduction des congés parentaux ou la diminution du nombre de places dans les structures de garde des jeunes enfants. La reconnaissance des femmes comme sujets, au-delà des rôles assignés ou des identités prescrites, telles que mère et épouse, est centrale dans la perspective d'une citoyenneté sociale et politique. En symbolisant le privé domestique au sein de la division du travail entre les hommes et les femmes, ces dernières ont longtemps été exclues des grands symboles de l'individuation, l'échange monétaire, l'échange contractuel et l'échange discursif la monnaie comme moyen de paiement permettant à l'individu de se libérer de toute dette économique ou sociale, le droit dont les formes démocratiques, liberté et égalité, définissent l'individu comme citoyen libéré des assujettissements tutélaires. Enfin, la discursivité comme système de communication permettant à l'individu d'exister dans l'espace public en tant que sujet politique. Pour les femmes, cette dynamique est passée par leur dissociation d'avec la figure de la mère et par la libre disposition de soi, ce qui a supposé une série de réformes législatives telles que la fin de l'autorité maritale et paternelle, la libre disposition des biens propres et des fruits de leur travail, le droit au divorce, la liberté de passer des contrats, la capacité des Esther en justice ainsi que la libre disposition de leur corps, que ce soit à travers la liberté reproductive ou la lutte contre la violence physique dont elles peuvent être l'objet de la part des hommes, Jenson 1996. En matière de reconnaissance de l'égalité entre femmes et hommes, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW sous son sigle anglais, signée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979, a constitué un jalon majeur. De tels acquis ont été rendus possibles à travers un processus de construction d'un sujet politique, visant à transformer en chose publique ce qui était auparavant vécu comme privé. Tel fut le sens des luttes féministes en faveur de l'accès au savoir, aux métiers et professions à égalité avec les hommes, des luttes suffragistes en faveur du droit de vote des femmes et d'un suffrage réellement universel, des luttes paritaires en faveur d'un droit effectif à l'éligibilité des femmes, des luttes en faveur de la liberté reproductive, la libre disposition de soi.
Cette dynamique de subjectivation politique et sociale repose sur un processus collectif qui passe par la construction d'une autonomie fondée sur l'émancipation des différentes formes de tutelle maritale, paternelle et masculine, émancipation qui laisse chaque femme libre de s'investir dans des groupes et des institutions sociales et politiques. Ainsi, la capacité des femmes à peser sur les rapports de force dans l'espace public est-elle devenue concevable et possible? À cet égard, soulignons l'importance d'une inclusion par le haut, cis dans la représentation politique, et par le bas, cis dans les associations volontaires de la société civile, car la citoyenneté n'est pas seulement une médiation verticale entre l'État et l'individu, mais aussi une médiation horizontale entre les individus eux-mêmes. C'est à leur intersection que peut émerger et se développer ce que les anglophones nomment l'empowerment, Marc Pereira, CIM 2002. Cette approche de la citoyenneté nous incite à considérer qu'au plan méthodologique, il importe d'appréhender les politiques publiques et les mouvements sociaux ou les associations de la société civile, comme deux champs de recherche non pas séparés, mais en perspective l'un avec l'autre. Dès les années 1980, des sociologues et des politologues ont ouvert un champ de recherche à part entière en examinant la citoyenneté sociale sous L', angle à la fois des politiques publiques genrées mises en place par les États, politique sociale, politique de contrôle de la sexualité, politique de régulation du travail des femmes, politique familiale, et des incidences des mobilisations féminines et féministes sur la formulation et la mise en œuvre de ces politiques, Gauthier, Heinen 1993, Delreux, Heinen 1996. À partir des années 1990, la citoyenneté politique a été cernée sous l'angle d'une représentation politique visant l'égalité des femmes et des hommes, mesures et lois de quotas et de parité selon les pays, dans leur lien avec des politiques publiques implicitement ou explicitement genrées et mises en perspective avec différentes associations de la société civile ou mobilisation sociale 3. Ce numéro des Cahiers du genre aborde 4 enjeux majeurs des recompositions actuelles de la citoyenneté au regard des rapports sociaux de sexe. La représentation des intérêts et des identités, les politiques publiques, le mouvement féministe et le sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Le premier enjeu est appréhendé sous l'angle de l'exercice de la citoyenneté politique. Françoise Gaspard s'attache à la question de la parité comme nouvel horizon du féminisme. Alissa Delreux cerne la responsabilité des partis politiques en Italie et en Europe dans le développement d'une démocratie au masculin. Bérangère Marc Pereira porte son attention à l'autre continent occidental, l'Amérique latine et le Chili en particulier, pour montrer comment le genre devient une ressource politique. Ces 3 études examinent, chacune à sa manière, les mécanismes qui favorisent la féminisation des instances de décision politique ou qui y font obstacle. Le deuxième enjeu a trait aux politiques publiques. Jane Jensen examine une tendance actuelle des politiques sociales, celle de l'investissement social, tandis que Marilyn Lieber prend en considération une politique publique moins souvent étudiée sous l'angle des rapports sociaux de sexe, les politiques de sécurité en France et les violences faites aux femmes dans l'espace public. Ces 2 analyses mettent en lumière les effets d'occultation de l'égalité des sexes par des politiques publiques qui se prétendent attentives au genre. Quant au féminisme, allemand en particulier, il est cerné par Ruth Gerhard qui met en lumière les ondes longues de ce mouvement ainsi que les revendications et les répertoires d'action qui ont structuré la seconde vague du féminisme. Ce faisant, elle met en relief la politisation du privé et plus particulièrement du corporel. Le quatrième enjeu, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, est envisagé par Birte Siim. Elle étudie la manière dont différents pays européens ont posé les termes du débat sur le voile islamique à l'intersection des catégories de genre, d'ethnie et de religion, en soulignant l'importance de 2 tensions, d'une part entre égalité et diversité, et d'autre part entre national et international. En ce début du XXIe siècle, la citoyenneté est un concept à la fois contesté et omniprésent. Les discours publics et politiques tout comme les débats intellectuels et scientifiques ne cessent de mobiliser des notions telles que nouvelle citoyenneté, citoyenneté sociale et politique, citoyenneté pluraliste, citoyenneté multiculturelle, citoyenneté paritaire, citoyenneté transnationale, citoyenneté post-nationale. Une chose est certaine, la citoyenneté ne se laisse plus enfermer dans les cadres des traditions républicaines et libérales.
Les mutations contemporaines, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles ou politiques, mettent en cause l'unicité et l'indivisibilité d'une citoyenneté fondée sur la seule logique nationale étatique. Rien d'étonnant à cela. Depuis la décennie 1980 et la chute du mur de Berlin, une recomposition majeure des multiples rapports de force s'est déployée à la faveur des transitions de l'État social en Europe occidentale et dans les Amériques, des transitions à l'économie de marché en Europe de l'Est et centrale, des transitions à la démocratie libérale en Amérique latine, des migrations du Sud et de l'Est vers le Nord et l'Ouest. Autant de dynamiques qui s'insèrent dans une mondialisation capitaliste face à laquelle les États n'ont plus de prédominance absolue et évidente sur leur territoire national et en matière de relations internationales, ni sur leurs pouvoirs régaliens et sociaux. Comme dans les périodes antérieures de restructuration des rapports de force, les questions de savoir qui peut être citoyen et quels sont les droits et devoirs de citoyenneté se posent à nouveau, en faisant cette fois émerger un défi majeur. Jusqu'où va se différencier la citoyenneté ? La communauté politique est-elle encore possible, dès lors que la citoyenneté se fragmente ? La diversité culturelle, les rapports sociaux de sexe, les inégalités sociales et la participation démocratique défient les fondements de la citoyenneté étatique nationale. En même temps, l'égalité des sexes peut être proclamée dans les constitutions, les lois électorales et les partis, tout en étant transgressée par les acteurs d'une démocratie encore souvent monosexe accent aigu et masculine. Les cheminements internationaux vers la parité peuvent déboucher sur des réformes que les partis n'ont de cesse de contourner, comme l'illustre le cas français, ou sur des refus de réforme comme le montre le cas italien. Les analyses de Françoise Gaspard et d'Alissa Delreux mettent ces phénomènes en relief. Cependant, comme le rappelle Bérangère Marque Pereira, le cas latino-américain et chilien en particulier, permet de souligner qu'une féminisation réelle des instances électives et exécutives peut aussi déboucher sur un usage du genre comme une ressource stratégique qui n'est toutefois pas exempte d'ambiguïté. Ces passages à l'égalité en politique ne montrent-ils pas combien la démocratie demeure incertaine au regard de la citoyenneté politique des femmes ? En outre, l'égalité des sexes peut être occultée, voire niée dans les politiques publiques. La conscience de genre peut s'avérer bien obscure pour les acteurs qui entendent mettre en place des politiques sociales qui ne réduisent pas les femmes à leur rôle de mère, et qui n'ignorent pas que les travailleuses demeurent en butte à de multiples discriminations sur le marché du travail. La sensibilité au genre est également bien insuffisante pour instituer de véritables politiques de sécurité ciblées sur les violences faites aux femmes dans l'espace public. Ne sont-ce pas là des formes insidieuses de ce que les anglophones nomment le backlash, et qui vide de sa substance une citoyenneté sociale à part entière pour les femmes ? Telle est la question qui émerge des contributions de Jane Jensen et Marilyn Lieber. Face aux multiples recompositions de la citoyenneté politique et sociale, le féminisme est confronté à des défis majeurs. La parité et la diversité culturelle représentent aujourd'hui des enjeux comparables à la politisation du privé, du corporel et du domestique lors de la deuxième vague du féminisme. Au nord comme au sud, à l'ouest comme à l'est, la réception institutionnelle du genre renvoie à l'institutionnalisation de la notion de genre et des rapports sociaux de sexe au sein des structures de l'autorité politique, que ce soit au niveau étatique, au niveau infra-légion, ville, ou supra-étatique, continental, mondial, ou encore au niveau supranational. La réception institutionnelle du genre peut être souvent interprétée comme le résultat d'une professionnalisation de plus en plus importante des mouvements de femmes et des mouvements féministes qui se sont largement institutionnalisés en groupes, associations, organisations non gouvernementales, ONG, réseaux et centres d'études. Elle est également le fruit de l'expertise de genre, incorporée dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques. L'article de Jane Jensen qui ouvre le numéro étudie les politiques publiques, et plus particulièrement les politiques sociales, mises en œuvre dès la fin des années 1990. Elle y décèle une attention nouvelle portée au genre, qu'on retrouve dans les analyses théoriques produites par certains experts internationaux comme par exemple Esping Andersen. Après avoir oublié d'évoquer, dans ses premiers travaux sur les politiques sociales et la citoyenneté, les inégalités hommes-femmes, leur construction sociale, ou encore l'économie de la famille,
Ce dernier défend désormais un nouveau contrat de genre s'inscrivant dans le cadre de nouvelles politiques sociales. La participation des femmes à la vie économique et sociale est désormais valorisée, et ces politiques préconisent la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Heinen, Irata, Pfefferkorn 2009. Les femmes sont désormais l'objet des politiques publiques mais elles ne sont pas pour autant inscrites, à égalité, dans la citoyenneté sociale et politique. Sur ce point, ces politiques prennent le contre-pied des politiques sociales d'inspiration keynésienne comme des politiques néolibérales qui avaient abandonné toute notion de responsabilité collective en matière d'égalité. La spécialiste canadienne propose une analyse critique de ce tournant dans son article. Ces nouvelles politiques mettent désormais l'accent sur l'investissement social et préconisent à cette fin la mise en place de nouveaux services de prise en charge des enfants, accessibles financièrement et de qualité, ou de nouvelles allocations. Cependant, si ces politiques cherchent à moderniser les régimes de protection sociale après les échecs des politiques néolibérales dans ce domaine, elles écartent soigneusement les revendications féministes élaborées par les mouvements de femmes. Ces politiques sociales sont peut-être pénétrées par une certaine conscience du genre, et s'intéressent à la situation des femmes, au care et aux transformations des structures familiales, mais elles ne s'inscrivent pas pour autant dans la promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans la sphère de la citoyenneté sociale. En d'autres termes, une action effective en faveur de l'égalité des sexes implique un mouvement revendicatif spécifique des femmes. Gerhard rappelle à ce propos le rôle historique joué par le mouvement des femmes quant aux changements intervenus dans les rapports sociaux de sexe. Dès la Révolution française, il transcendait les frontières nationales. Pour sa part, le mouvement des femmes allemands et notamment ouest-allemand né dans les années 1970 se définissait, davantage encore que dans d'autres pays, comme un mouvement à la base, se composant d'un réseau de groupes, de projets et de rencontres. Cette forme lâche d'organisation était à la fois une force et une faiblesse. Une force parce que le mouvement politiquement indépendant offrait un espace à la diversité des initiatives. Une faiblesse aussi car le principe d'autonomie ne lui permettait pas toujours d'atteindre ses objectifs. Mais c'est parce qu'a existé un mouvement collectif de refus du rôle sexué assigné aux femmes que des perspectives et des libertés nouvelles s'ouvrent aux générations actuelles. L'auteur souligne par ailleurs l'importance de la réunification de 1989 entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, et la nouvelle configuration qui en résulte. Ce tournant majeur a en effet changé la donne, pour les femmes et pour les politiques de genre à l'œuvre, comme pour le féminisme en tant que mouvement et en tant que théorie critique. Depuis 1989, des féministes occidentales déplorent parfois un recul, voire la fin du nouveau féminisme. Cependant, dès les années 1990, à l'échelle locale ou globale et indépendamment des courants occidentaux, des mouvements de femmes et des initiatives féministes, qualifiées de féminisme de la troisième vague, ont pris ancrage dans les conférences mondiales de femmes organisées par les Nations Unies à partir de 1975. Malgré leurs limites, ces rencontres ont permis de constituer une plateforme revendicative pour les femmes et contribué à leur mise en réseau international. L'attention nouvelle au thème des droits humains des femmes, et la reconnaissance de la discrimination que constituent les violences sexistes à leur encontre dans la plateforme de Pékin en 1995 ont permis de souligner l'importance particulière de l'oppression dans la sphère privée. L'affirmation que les droits de l'homme sont aussi les droits des femmes renoue ainsi avec la promesse de liberté et d'égalité de tous les êtres humains, telle que pouvait la formuler dès 1876 Hedwig Dohm quand elle écrivait « Les droits humains n'ont pas de sexe. Ces droits doivent sans cesse être défendus et reconquis. » L'histoire des mouvements de femmes est en effet une histoire de piétinement et d'échecs répétés, mais aussi de courageux recommencements. Wirth Siim montre, dans sa contribution, que les stratégies adoptées par les États-nations pour s'adapter à la diversité culturelle et religieuse diffèrent selon les traditions, les institutions et les cultures politiques nationales malgré les similitudes pouvant exister dans les débats publics. En s'appuyant sur les données empiriques rassemblées dans le cadre d'un programme de recherche européen centré sur le port du voile islamique, elle montre que la manière dont le voile est présenté dans les débats publics en Europe emprunte largement à deux rhétoriques, celle de l'égalité des sexes et celle de la spécificité culturelle.
Le voile est très souvent perçu comme une menace pour les valeurs dominantes de l'égalité homme-femme. Le cas danois privilégié par l'auteur offre aux lecteurs et lectrices le paradoxe d'un débat médiatique exacerbé, aboutissant cependant à une législation tolérante sur le port du voile. La couverture médiatique a accordé une large place aux arguments de l'extrême droite, mais la capacité de ce courant à influencer la législation sur le port du voile est restée limitée. L'intérêt de la réflexion de Birte Siim est de croiser la question du genre avec le thème de la diversité raciale, ethnoculturelle et religieuse. La manière dont le problème est construit influe fortement sur les solutions qui y sont apportées. Les conflits qui opposent les principes d'égalité et de justice, par exemple le principe de l'égalité des sexes et la reconnaissance des minorités religieuses et culturelles, se conjuguent différemment selon les contextes, parfois dans un sens favorable à l'inclusion, d'autres fois dans un sens opposé conduisant à l'exclusion de certains groupes. Le cadre de la citoyenneté mérite donc d'être reconsidéré, en tenant compte à la fois de la défense de l'égalité des sexes et des revendications en faveur de l'égalité ethnique et religieuse. Le croisement entre genre, ethnicité et religion varie dans les débats européens sur le foulard islamique, où la prise en compte du genre s'avère limitée, ainsi que dans les réglementations tributaires d'histoire spécifiques, quant au rapport entre Église et État et suivant le type de politique migratoire. La majorité des 8 pays européens étudiés ont adopté des approches plutôt conciliantes, l'interdiction totale ou partielle s'expliquant par une interprétation stricte de la laïcité qui fait figure d'exception. Alissa Delreux centre sa réflexion sur la faible présence des femmes dans la sphère politique et plus largement, sur l'inégalité des sexes en politique, car l'entrée des femmes dans les lieux de prise de décision politique a été lente et restrictive dans la quasi-totalité des pays européens. S'appuyant sur le cas italien, elle élargit son propos à l'ensemble des pays européens. La discrimination de sexe en politique a certes, le plus souvent été rejetée explicitement par les diverses constitutions, mais elle a été plus rarement combattue dans les faits. La faible présence des femmes parmi les élus est paradoxale, en ce début du XXIe siècle, dans la mesure où elles sont largement présentes dans la vie professionnelle et dans les mouvements sociaux. Le droit des femmes d'être élues continue à se heurter aux jugements dépréciatifs, sur la compétence, l'opportunité, le désir, etc., émanant des structures des partis. Celles-ci détiennent le monopole de l'organisation du vote et des candidatures, mais restent des instances masculines. Les partis politiques sont en effet nés masculins au XIXe siècle, quand les femmes étaient à la fois cantonnées dans la sphère privée, et par conséquent largement exclues de la sphère publique dans son ensemble, et exclues du suffrage. En outre, la division sexuelle du travail attribuait systématiquement aux hommes certains emplois socialement valorisés. Le fonctionnement du monde politique s'inscrit dans cette division sexuée entre public et privé, qui continue de facto à être considérée comme allant de soi. La jeunesse des partis a contribué à légitimer dans les représentations l'idée que la classe politique est composée d'hommes et ceux, d'autant plus que les rares femmes qui y ont trouvé une place constituent des exceptions, fréquemment associées à l'autre sexe. Les mesures d'action positive ne sont adoptées le plus souvent qu'avec réticence, les grands principes d'égalité des sexes inscrits dans les constitutions étant le plus souvent bafoués dans la mise en œuvre des lois électorales. Et comme l'observe Alissa Delreux, quand la parité est imposée par la loi, elle prend souvent les partis au dépourvu, et l'instauration de quotas crée des conflits au sein des partis quand il s'agit de faire place aux femmes. Dans sa contribution centrée sur le Chili depuis la fin de la dictature, Bérangère Marque Pereira s'intéresse à la présence et à l'expression des femmes quant à la politique institutionnelle. Des agences étatiques consacrées à la promotion des droits des femmes et des plans d'action d'égalité des chances en matière civile, économique, sociale et politique ont été mis sur pied. À la fin de la décennie 2000, on a aussi observé dans ce pays une féminisation sensible des fonctions législatives et exécutives, conjointement à la professionnalisation des groupes féministes centrés sur l'affirmation des droits des femmes. Dès les années 1990, ils ont pris de nouvelles formes organisationnelles, ONG, fondations, associations, centres d'études et de formation, etc., allant de pair avec la transformation d'un féminisme de nature protestataire en un féminisme centré sur la coopération et la négociation avec l'État. Par ailleurs,
la personne de Michelle Bachelet, d'abord ministre de la Défense, puis élue présidente du pays, a ouvert une brèche dans les représentations traditionnelles concernant les femmes, mères et victimes. On serait aujourd'hui en présence d'une double figure, celle, davantage portée par les classes moyennes de la mère managériale, assumant avec efficacité une multiplicité de rôles sociaux, privés et publics, domestiques, professionnels et politiques, fondés sur un imaginaire qui affirme les droits des sujets sociaux, et celle davantage présente dans les classes populaires de la femme victime de violences qui renvoie à un imaginaire de la souffrance. Françoise Gaspard propose une réflexion sur le concept de parité, aussi subversif que l'a été celui d'égalité au XVIIIe siècle. La revendication paritaire avait, on s'en souvient, provoqué une furieuse dispute parmi les féministes au cours de la dernière décennie du XXe siècle. L'auteur s'intéresse dans un premier temps à la genèse de cette revendication. Les textes des organisations internationales, Nations Unies, OCDE 4, Conseil de l'Europe, Union européenne, illustrent le lent cheminement de l'exigence de la présence de femmes dans les lieux de pouvoir, dont l'adoption de la CEDAW en 1979 constitue un moment clé. Plus tard seulement, la revendication de parité a été mise en avant par une partie du mouvement féministe. Si aujourd'hui, ce terme renvoie aux rapports sociaux de sexe et pas seulement à la monnaie ou à la présence équilibrée des partenaires sociaux, c'est que la revendication sur la parité a imprégné le milieu des études féministes et a fini par pénétrer dans les partis ou les syndicats, quelle que soit la résistance de nombre de femmes dans les appareils. Des lois ont été votées dans ce sens et les statistiques sexuées permettent de rendre visible la sous-représentation des femmes. Mais si le pourcentage des élus dans les assemblées parlementaires a augmenté lentement par la suite, les exécutifs demeurent très majoritairement masculins, au plan national comme au niveau local. Un fratriarcat invisible mais puissant, un pacte tacite entre frères, à l'œuvre jusque dans les instances paritaires, continue à freiner l'accès des femmes aux responsabilités. Marilène Lieber cherche à comprendre pourquoi et comment les violences faites aux femmes n'apparaissent que marginalement dans les politiques de sécurité. Examinant les statistiques de police, elle constate que les agressions physiques et sexuelles sont évacuées des résultats diffusés, tout comme les peurs exprimées par les femmes d'être suivies, insultées ou l'objet d'interpellations. Pourtant, les chiffres de la délinquance publiés chaque année par le ministère de l'Intérieur pourraient donner à voir une autre réalité de ces violences, tant au niveau national qu'au niveau local. Les statistiques disponibles sont donc loin d'être des productions neutres, elles concourent de manière décisive à la définition des problèmes sociaux légitimes. En mettant ainsi en lumière ce qui compte et ce qui ne compte pas, en soulignant la façon dont les chiffres de la criminalité sont produits, la chercheuse rappelle le caractère arbitraire de la production des chiffres qui servent à légitimer l'élaboration d'une action publique largement aveugle à la dimension sexuée. Les statistiques de criminalité construisent une réalité sociale partielle et présentent les femmes comme naturellement vulnérables, révélant le caractère subjectif des données mobilisées. Les violences envers les femmes sont masquées et présentées comme non prioritaires pour l'action publique, assurant ainsi la non-remise en question des rapports sociaux de sexe inégalitaires. Enfin, à partir de ses propres travaux de recherche menés au cours des décennies écoulées, Jacqueline Heinen, dans un entretien avec Roland Pfefferkorn, revient sur l'intérêt et les limites des enquêtes comparatives internationales, et plus particulièrement sur celles qui ont porté sur les politiques sociales dans une perspective sexuée, Barbier Le Tablier 2005, Heinen et al. 2009. Elles ont le mérite de révéler des similitudes ou des différences, de mettre en lumière des particularités locales ou nationales non perçues jusque-là, et surtout de faire surgir de nouveaux questionnements. Grâce à leur dimension qualitative, ces enquêtes mettent au jour la complexité des facteurs à prendre en compte dans toute démarche comparative, ainsi que l'importance d'une approche interdisciplinaire. En raison de traditions de recherche différentes, le croisement de disciplines implique en effet d'emblée des débats sur la méthode comparative choisie et contribue à questionner la construction des indicateurs. Trop souvent, dans nombre de travaux antérieurs, le recours aux données quantitatives ne s'encombrait pas de réflexion quant aux biais inhérents à l'usage des statistiques, sans compter que les concepts et contextes mobilisés varient fortement d'un contexte à l'autre, d'une discipline à l'autre et a fortiori d'un pays à l'autre. Que ce soit à propos des politiques sociales, de l'emploi, de la famille,
de la petite enfance ou des personnes âgées, les configurations nationales ou locales varient fortement, la place assignée aux femmes étant nettement différenciée. À noter qu'en raison des histoires spécifiques à chaque société, les clivages intereuropéens sont plus subtils que les traditionnelles oppositions Est-Ouest ou Nord-Sud. À titre d'exemple, Jacqueline Heinen rappelle à quel point l'Allemagne de l'Est et la Pologne, quoique relevant durant plusieurs décennies d'un même cadre systémique, étaient distinctes sur les questions de la garde des enfants et du travail des femmes en raison d'influences contrastées tant sur le plan de la religion que des idées féministes. L'article d'Asunción Fresnosa Flo, publié en hors-champ, s'intéresse, dans le cadre de la migration vers la France de femmes philippines, au vécu de leurs conjoints restés au pays avec les enfants. Elle analyse comment le quotidien des maris se trouve bouleversé par l'absence de leurs femmes. En dépit de l'aide que la plupart, mais pas tous, reçoivent des femmes de la famille étendue, ils vivent une remise en cause de leur masculinité qui s'exprime dans une société où les rôles sexués restent fortement marqués, par le fait que leurs femmes deviennent le principal soutien de la famille, tandis qu'ils doivent endosser la responsabilité des soins et de l'éducation aux enfants, du travail domestique, de la gestion du quotidien. L'auteur montre que ce n'est pas tant le fait de devoir prendre en charge la maison et la famille, mais bien de ne plus être le pourvoyeur de revenus du foyer qui est source de souffrance pour ces hommes. Bérengère Marc Pereira et Roland Pfefferkorn. Référence. Barbier Jean-Claude Le Tablier Marie-Thérèse ed. 2005. Politique sociale. Enjeux méthodologiques et épistémologiques, des comparaisons internationales. Bruxelles Peter Lang. Delreux Alissa, Heinen Jacqueline ed. 1996. Quelle citoyenneté pour les femmes? La crise des États-providence et de la représentation politique en Europe. Paris L'Harmattan, Bibliothèque du féminisme. Dolin Hedwig, 1876. Der Frauen-Natur-Recht. Zur Frauenfreiheitsverhandlungen über Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen. Berlin Wettkind et Schwieger. Esping Andersen Gosta, 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press. Vautier Harriet, Heinen Jacqueline ed. 1993. Le sexe des politiques sociales. Paris Côté Femmes. Heinen Jacqueline 2000. Politique sociale et familiale. Inirata Elena, Laurie Françoise, Le Doharé Hélène Senotier Daniel ed. Dictionnaire critique du féminisme. Paris, PUF, 2e édition 2004. Heinen Jacqueline, Irata Elena, Pfefferkorn Roland ed. 2009. Introduction à État, travail, famille, conciliation ou conflit? Cahier du genre numéro 46. Jenson Jane 1996. La citoyenneté à part entière. Peut-elle exister? Delreux Alissa, Heinen Jacqueline ed. Marc Pereira Bérengère, 2003. La citoyenneté politique des femmes. Paris, Armand Collin. Marc Pereira Bérengère, Siimbirt 2002. Représentation, Agency and Empowen. Inopson Barbara Lewis Jane, Siimbirt ed. Contested Concept in Gender and Social Politics. Cheltenham, Northampton, Edouard Elgar. Marshall Thomas Humphrey, 1950. Citizenship and Social Class, and Other Essay. Cambridge University Press. Politique publique et investissement social. Quelles conséquences pour la citoyenneté sociale des femmes? Jane Jensen. Résumé. Lancée au milieu des années 1990, l'approche d'investissement social s'est étendue dans les pays de l'OCDE et en Amérique latine. Si depuis les années 1960 les régimes de protection sociale avaient laissé, au nom de l'égalité, une certaine place aux revendications des mouvements des femmes, les politiques publiques valorisant l'investissement social en réduisent aujourd'hui l'importance, et ceci malgré le fait qu'une sensibilité au genre fasse partie de l'approche. Cet article démontre combien et comment les politiques sociales valorisant l'investissement social, même pénétrées par une certaine sensibilité au genre, constituent une menace pour le projet féministe d'égalité dans la citoyenneté sociale. Politique publique, égalité des sexes, citoyenneté sociale, investissement social, CARE, conciliation TRAVAILFAMILLE. Lancée au milieu des années 1990,
L'approche dite des investissement social s'est étendue à la fois dans les pays de l'OCDE 5 et dans certaines parties de l'Amérique latine, non sans avoir eu une incidence sur la citoyenneté sociale en général et sur celle des femmes en particulier. En effet, si depuis les années 1960 les régimes de protection sociale avaient laissé, au nom de l'égalité, une certaine place aux revendications des mouvements des femmes, les politiques publiques valorisant l'investissement social en réduisent aujourd'hui l'importance. Cette réduction relève de l'ironie puisque beaucoup plus que dans les régimes de protection sociale antérieurs, les politiques d'investissement social accordent une place centrale à la situation des femmes, au CARE6 et aux transformations des structures familiales, et plus particulièrement des familles monoparentales. Ainsi, dans leur ouvrage publié en 2009, Investir dans le social, Jacques Delors et Michel Dolé consacrent tout un chapitre à une politique familiale plus active, qui s'articule autour de la question de l'emploi des femmes et de sa conciliation avec la vie de famille. Plus remarquable encore est le revirement de Gösta Esping Andersen. Après avoir oublié d'évoquer, dans ses premiers travaux sur les politiques sociales et la citoyenneté, les inégalités structurelles hommes-femmes ou l'économie familiale, Esping Andersen 1990, Delreux, Heinen 1996, s'attirant par là même les critiques virulentes des féministes, il défend désormais un nouveau contrat de genre, présenté comme nécessaire pour la mise en place de véritables politiques sociales progressistes, Esping Andersen et al., 2002, Esping Andersen, Palier 2008. Un troisième exemple nous vient d'Amérique latine, où les prestations sociales conditionnées, conditional cash transfers, sont devenues l'instrument privilégié de la politique sociale. Le versement des prestations sociales aux plus pauvres y est en effet conditionné à l'engagement des mères à veiller au suivi médical et à la scolarisation de leurs enfants. Ces nouvelles perspectives relèvent de la sensibilité au genre, Gender Awareness, Molineux 2006. La notion d'investissement social et les mesures qui lui sont associées sont le produit des réflexions de communautés épistémiques composées d'experts des politiques sociales et de décideurs cherchant à moderniser les régimes de protection sociale après les échecs des politiques néolibérales. Il est à noter que les mouvements des femmes sont, de manière significative, absents du débat. Or le groupe de recherche État et rapports sociaux de sexe a montré que les femmes n'avancent vers une citoyenneté à part entière que lorsque leurs mouvements s'engagent activement dans une dynamique revendicative. Gauthier, Heinen 1993, Delreux, Heinen 1996. Ainsi l'objectif de cet article est de se demander si les politiques sociales valorisant l'investissement social, même pénétrées par une certaine sensibilité au genre, ne constituent pas une menace pour le projet féministe d'égalité dans la citoyenneté sociale. Avant d'aborder plus en détail cette question, nous présentons un bref tableau descriptif de l'approche en termes d'investissement social. Bref aperçu de la notion d'investissement social. L'approche des politiques publiques dites d'investissement social vise explicitement à améliorer l'insertion sociale, à éviter que la pauvreté ne se transmette d'une génération à l'autre et à favoriser l'adaptation des populations aux exigences du marché du travail contemporain. Si ces objectifs étaient atteints, les individus et les familles deviendraient pleinement responsables de leur bien-être puisque celui-ci reposerait sur un socle solide des revenus de l'activité professionnelle et des échanges intrafamiliaux. L'approche vise également à faire face aux menaces pesant sur les régimes de protection sociale en raison du vieillissement de la population et de l'accroissement du taux de dépendance. Dans cette perspective, le rôle de l'État est dès lors de concevoir des interventions et des pratiques pour y parvenir. En termes de politique publique, cela signifie d'accorder une attention croissante aux enfants, au capital humain et à l'activation par l'emploi. Les fondements. Pour ses promoteurs, l'investissement social est composé de 3 éléments. Jenson Saint-Martin 2006. La formation tout au long de la vie, la priorité donnée aux générations futures, avec l'idée que les enfants d'aujourd'hui sont déjà en train de créer le monde à venir, la conviction que la réussite individuelle enrichit notre avenir commun et qu'ainsi, assurer le succès de l'individu bénéficie à la communauté dans son ensemble, pour aujourd'hui comme pour demain. L'intégration de ces 3 principes dans les politiques sociales a des conséquences sur les orientations politiques et l'action de l'État. Dans les États sociaux et keynésiens d'après-guerre,
les dirigeants considéraient que les dépenses gouvernementales en matière sociale devaient à la fois permettre d'assurer la sécurité et la protection sociale, et stimuler la croissance économique en période de récession et de chômage. En d'autres termes, les dépenses sociales devaient soutenir autant l'économie que les individus et les familles. Contrairement à cette perspective, les politiques d'inspiration néolibérale, qui se sont développées dans les années 1980, supposaient que le marché pouvait et devait générer seul le bien-être général, tandis que les dépenses sociales et l'intervention étatique étaient en contradiction avec la prospérité économique. De telles visions néolibérales ont contribué à mettre l'accent sur la responsabilité individuelle, et donc à restreindre le rôle de l'État en le cantonnant à la réalisation des ajustements structurels. Les familles étaient ainsi invitées à se responsabiliser davantage. La dimension macroéconomique des analyses valorisant l'investissement social les amène à privilégier, à l'instar du néolibéralisme, les politiques de l'offre. Dans ce contexte, il est logique que le discours valorise l'investissement plutôt que les dépenses. En effet, il est naturel que les ardents défenseurs du marché raisonnent en termes d'investissement. Par ailleurs, comme de plus en plus d'activités sont régies aujourd'hui par des logiques de marché, il paraît normal que les individus et les familles soient, eux aussi, davantage invités à investir dans leur propre capital humain pour accéder à la réussite professionnelle. Il leur faut aussi investir pour leur propre avenir, notamment pour financer leur retraite et l'éducation de leurs enfants. Mais, contrairement aux perspectives néolibérales, l'État partage une partie de cette responsabilité en assurant le financement de certains services nécessaires comme les services de garde des enfants, ou en octroyant des prestations sociales en complément des revenus salariaux inadéquats pour subvenir aux besoins des familles. Il ne s'agit pas non plus d'une simple mesure anti-pauvreté puisque ces politiques publiques ciblent aussi les classes moyennes. Autrement dit, ce type d'intervention satisfait à la fois ceux qui désirent que la politique sociale se concentre sur la scolarisation de la petite enfance, sur la formation et sur les incitations en faveur de l'emploi, et ceux qui luttent contre la pauvreté infantile. Partageant le point de vue de l'OCDE, développé au milieu des années 1990, selon lequel la dépense sociale n'est pas un fardeau mais bien un investissement générant la croissance et le développement, l'Union européenne pourrait rapidement être amenée à développer sa propre interprétation des politiques sociales perçues désormais comme un facteur de production. Emmerich 2007 page 2. Questionnement sur la citoyenneté sociale. À leur origine, dans les années 1940, les droits en matière de citoyenneté sociale étaient fonction de la situation professionnelle de l'individu. Dans les régimes corporatistes, régimes de type bismarckien, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, l'accès aux droits sociaux dépendait des cotisations versées aux différents régimes d'assurance sociale 7. Dans les régimes libéraux, de nombreuses prestations sociales étaient conditionnées à la participation des individus au marché du travail. En effet, pour avoir droit à la protection sociale, il fallait que l'individu lui-même ou un membre de sa famille exerce un emploi. Ainsi, pendant que les régimes sociaux-démocrates favorisaient davantage des droits universels, le lien entre emploi et protection sociale était devenu central et conditionnait l'accès aux droits sociaux tels que la formation continue, les retraites, les congés payés, etc. La perspective d'investissement social modifie de deux façons la conception de la citoyenneté sociale et des droits sociaux, avec des conséquences directes pour les dépenses publiques. En premier lieu, elle favorise de plus en plus l'attention portée aux enfants. Si les plus jeunes ne sont encore que des citoyens en devenir, dès la préadolescence et l'adolescence, les enfants obtiennent de nouveaux droits et occupent une place centrale dans les discours sur la citoyenneté, Jenson 2000, Listé 2003. Cette focalisation sur l'enfance et sur la lutte contre la pauvreté infantile est particulièrement visible au regard des mesures prises depuis plus d'une décennie par l'OCDE qui cherchent à faire améliorer l'éducation préscolaire, une intervention originale pour une organisation qui s'occupe normalement de la macroéconomie. Elle l'est également au regard des actions menées par l'UNICEF 8, en direction de la pauvreté infantile dans les pays riches, ou encore à travers l'extraordinaire popularité que connaissent les politiques de prestations sociales conditionnées en Amérique latine. De plus, la question des soins à la personne, care, se posait, à savoir comment combiner le care social avec un revenu de marché.
Dans les régimes de citoyenneté d'après 1945, y compris dans les États sociaux-démocrates, seuls les hommes avaient le devoir de rechercher un emploi salarié. Si les femmes le faisaient, leur initiative était jusqu'à très récemment considérée comme un choix, Jenson-Sino 1998. La responsabilité primaire des femmes était la reproduction sociale. Cependant, l'homme pourvoyeur de revenus total pour sa famille ne constitue pas un pilier des politiques valorisant l'investissement social. Le travailleur adulte a pris sa place. Les féministes ont été les premières à souligner ce revirement et ses liens avec la citoyenneté sociale. Jenson 1996, Lewis 2001. Cette modification des attentes par rapport à l'activité féminine est désormais devenue un lieu commun pour les analystes de la politique sociale. En témoigne par exemple l'évocation par Jacques Delors et Michel Dolé de l'effondrement du modèle Monsieur Gagne-Pain et Madame au foyer, ou du rôle de l'emploi quant à la garantie de l'accès aux droits sociaux et à la citoyenneté sociale que décrit T.H. Marshall, Delors, Dolé 2009, page 15 et suives. Le résultat de ce basculement dans la division sexuée du travail a constitué un sérieux défi pour les modèles de conciliation vie professionnelle et vie familiale et de reproduction sociale sur lesquels étaient fondés, après 1945, les droits de la citoyenneté sociale. L'entrée massive des femmes sur le marché du travail a par exemple réduit leur temps pour s'occuper de la famille et ce, d'autant plus que dans les familles monoparentales, une catégorie sociale en augmentation, un seul adulte fournit à la fois le revenu et le care. Le vieillissement de la population signifie également que davantage de personnes âgées dépendantes doivent être prises en charge, social care, dans un cadre formel ou informel. La question de la prise en charge du care, social care, et du droit aux prestations, social right to care, est à l'agenda de nombreux gouvernements et organisations internationales. Convergence sur les principes, application à géométrie variable. La perspective d'investissement social n'a jamais fait l'objet d'un consensus. Elle est le plus souvent utilisée pour caractériser les modèles d'intervention publique des régimes de protection sociale nordiques, Esping-Andersen, Pallier 2008, ou Libéraux 9. Les modèles européens bismarckiens ont d'ailleurs tardé à y souscrire alors qu'en Amérique latine, des pays l'adoptent avec enthousiasme avec le retour à la démocratie, Jenson 2010. De leur côté, les organisations internationales telles que l'OCDE, les Nations Unies ou les organismes qui leur sont liés, ont joué un rôle important dans son développement et sa diffusion. Quoi qu'il en soit, il existe des signes d'une popularité croissante de cette perspective politique et d'une convergence de plus en plus forte des conceptions européennes et latino-américaines de la citoyenneté sociale. Pour preuve, certains instruments politiques sont quasiment similaires sur les deux continents, comme ceux promouvant l'acquisition de capital humain, les programmes d'acquisition d'un patrimoine asset building et d'accès au crédit, les partenariats avec les organisations non gouvernementales, ONG, et les charges locales et collectives. Les origines communes des idées visant à modifier l'offre en matière de main-d'œuvre sont évidentes, alors que le choix d'instruments varie davantage. L'Europe a pris l'option de lutter contre la pauvreté infantile en versant des prestations comme complément au bas salaire, et en mettant en place des services destinés à faciliter l'emploi des parents. Au contraire, l'Amérique latine a innové en instituant des prestations sociales conditionnées cash transfers, qui visent à inciter les mères à faire scolariser leurs enfants et à s'assurer de leur suivi sanitaire. Cependant, malgré ces différences quant au choix des instruments, deux objectifs politiques informent sur l'action menée dans les deux continents. Utiliser les investissements, afin que la pauvreté ne se transmette pas d'une génération à l'autre et améliorer les perspectives d'avenir, élaborer des programmes visant à lutter contre l'exclusion sociale, et en particulier contre l'exclusion du marché du travail pour combattre les conséquences actuelles et à long terme de la pauvreté infantile. Compte tenu de ces convergences et de la popularité croissante de la perspective d'investissement social, il apparaît logique de nous interroger sur les conséquences de cette focalisation sur les enfants, sur le social care, sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille. En particulier, quelles sont les conséquences pour la réalisation éventuelle des revendications de l'égalité des sexes mises en avant par les mouvements des femmes et les féministes? Une sensibilité au genre est-elle suffisante?
Il est clair que la perspective d'investissement social est sensible aux rapports sociaux de sexe. Pour autant, les revendications des mouvements de femmes visant la citoyenneté sociale, c'est-à-dire l'autonomie économique, sociale et politique, sont-elles promues par les experts politiques, les gouvernements et les organisations internationales? Il existe différentes manières de répondre à cette question. Les rapports sociaux de sexe, ils en parlent. Une façon de conceptualiser des rapports sociaux de sexe, populaire auprès des experts masculins des politiques sociales comme au sein de la communauté internationale, est de reconnaître la contribution des femmes au bien-être général. Par exemple, un des initiateurs les plus célèbres de la perspective d'investissement social, Esping Andersen, défend un nouveau contrat de genre, capable de fonder un nouvel État-providence et de promouvoir une stratégie d'investissement social centrée sur l'enfant. La première de ces 3 leçons sur les États-providence contemporains traite des familles et de la révolution du rôle des femmes, 2008. L'argumentation ne souffre aucune ambiguïté. Les économies post-industrielles et les familles modernes dépendent de l'activité des femmes. Mais le fait que ces dernières aient aujourd'hui moins d'enfants a créé un nouveau défi, celui de l'équilibre à trouver entre activité professionnelle et maternité. Selon Esping Andersen, la politique la plus à même d'y parvenir est de transférer la prise en charge des enfants. La défamilialisation du care, pour les enfants en âge préscolaire en particulier, permettrait ainsi aux femmes de concilier avantageusement leurs objectifs professionnels et la maternité, et on éviterait à la fois la dénatalité qui touche aujourd'hui l'Europe et les risques de pauvreté qui menacent le bien-être des enfants. De telles mesures permettraient ainsi une masculinisation du parcours de vie des femmes. Même s'il reste sceptique sur sa réalisation, l'auteur espère également que les hommes suivront pour leur part un parcours de vie plus féminin. Esping Andersen, Palier 2008, pages 44 à 50. Au sein de la communauté internationale, les politiques qui mettaient l'accent dans les années 1970 sur les femmes et le développement avaient pris de l'ampleur sous l'impulsion des féministes qui investissaient les institutions internationales et luttaient pour la prise en considération des rapports sociaux de sexe et de leurs effets. Récemment, ces politiques se sont progressivement détournées, avec la perspective d'investissement social, de la question des femmes adultes pour se focaliser sur la situation des filles et sur la santé maternelle. Il est cependant incontestable que les différents organismes de l'Organisation des Nations Unies, ONU, comme les autres organisations internationales et les ONG, reconnaissent que la participation économique des femmes est essentielle au succès de toute stratégie de développement. Les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, tels qu'ils étaient proposés en 2000, reflètent ainsi cette centralité de la contribution des femmes au développement dans le cadre de politiques d'investissement social privilégiant le capital humain 10. Les femmes sont d'ailleurs aujourd'hui les acteurs clés des très populaires programmes de microcrédit, l'exemple d'un instrument politique privilégié comme moyen pour la constitution d'un patrimoine dans une perspective d'investissement social. La sensibilité au genre est donc clairement présente. Ainsi, le 3e objectif des OMD est par exemple la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation, empowerment des femmes, expression qui témoigne fortement de son inspiration féministe. Toutefois, le consensus se fait aujourd'hui autour de l'objectif visant à éliminer les inégalités de sexe présentes au sein de l'éducation primaire et secondaire, et d'ici 2015 à les éliminer de tout le cursus scolaire et universitaire. 11. Cet objectif cible les jeunes filles et non les femmes adultes. Sans objectif ciblé par rapport aux femmes, cette attention risque d'être très fluctuante. 12. Sans cible, la définition même de l'autonomisation pourrait rester vague et les indicateurs risqueraient même de l'oublier avec le temps. 13. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.